Aujourd'hui, à La Vie est belle, je reçois une fille que ça faisait longtemps que j'avais envie de boire des bulles avec elle, Nathalie Petrovski. Vous allez voir, on a à peu près le même Nova, moi puis elle. Ça jase bien en masse pendant le bonheur. Merci à notre commanditaire d'aujourd'hui, le VPN Surfshark. On recommence à bouger, c'est le printemps, c'est l'été, il fait beau, on se promène. Et ça prend, si vous êtes sur du Wi-Fi public, un VPN pour protéger téléphone, tablette et ordinateur pour que vos données soient chiffrées, également pour contourner les règles. Tu veux voir un contenu sur Internet, mais tu es bloqué parce que tu es du Québec, par exemple. Un VPN va souvent vous permettre de voir le contenu. Si vous vous abonnez à leur forfait le plus populaire, vous avez 3 mois gratuits. Le lien promo est dans la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous voyez ou encore vous nous écoutez. Ou sinon, allez directement sur shark.deals/Bellevie. Et en passant, allez aussi sur boutique.ca, boutic.ca, qui est notre boutique où on fait des vêtements, des camisoles, des hoodies, des tasses, avec des phrases qu'on a captées dans le balado. Et ça donne des citations qui sont souvent assez drôles. Voilà, c'est parti. Voici Nathalie. Balado, épisode 70. Nathalie Petrovski. 3, 2, 1. À la base, c'est ta viande, là, c'est ta viande qui s'est modifiée, qui s'est transformée. Non, mais c'est la base. C'est ta matière première qui a été cuisinée, là. C'est la viande, moi, du contenu. Ah oui, ok. J'aime pas. Okay. Si je vois quelque chose de sanguinolent, une grosse masse sanguinolente. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». C'est de valeur que pendant l'intro, il y a une intro en vidéo pour les gens qui nous écoutent sur YouTube. Fait que je pense que c'est ta face qu'il aurait fallu diffuser. Bonjour Nathalie. Bonjour. C'est parce que la vie est belle. C'est ça. C'est qu'en ce moment, la vie est pas si belle que ça. C'est assez difficile de faire abstraction de ce qui se passe en ce moment. Je sais pas si ton balado, il est timeless. Non, mais il est à la fois là et un peu intemporel. Puis oui, présentement, je pense qu'on est au 23e jour de la guerre en Ukraine. C'est ça, oui, clairement. Et je suis quand même d'origine ukrainienne, comme je dis, 3 quarts ukrainienne et malheureusement 1 quart biélorusse, mais c'est ça, c'est... Ah non, mais c'est indescriptible. Oui, exactement. Honnêtement, je ne pensais pas revivre ça. Je m'étais dit, tu sais, avec le temps, avec l'armement, avec la mondialisation, je m'étais dit, c'est fini, les gars. Ouais. Il va en avoir autrement, il va y avoir des guerres cybernétiques, il va y avoir des guerres de pouvoir, mais des guerres, là, tu sais, des guerres là, de je prends l'arme, puis je la tire sur un autre humain, là. Ouais. C'est surtout la destruction qu'on voit tous les soirs au téléjournal. Puis je la regarde parce que je veux me tenir au courant. Mais cette destruction de toutes ces villes que je connais pas, où je suis jamais allée, et puis je les verrai jamais parce qu'ils sont détruites. C'est de la barbarie, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ah, c'est sans nom. Non. Sans nom. Puis je comprends pas que encore en 2022 qu'on le laisse aller, puis que l'Europe dit on peut pas parce qu'on veut pas faire une guerre nucléaire, puis que tout le monde, puis finalement il continue, puis c'est en tout cas c'est ça, c'est terrible, et on se sent impuissant parce que si on regarde ça au téléjournal, tu sais, des gens, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a fait, parce que c'est ça, j'ai dit, je sais pas trop où, tu sais, c'est comme, ils ont les mêmes manteaux que nous, les mêmes cellulaires, les mêmes, tu sais, puis là, quelqu'un me répond, oui, ça veut-tu dire que s'ils avaient pas les mêmes cellulaires, donc leur vie vaudrait moins cher? Non, c'est pas ça, mais ça, c'est toujours comme ça. Tu dis quelque chose, puis là, il faut quelqu'un qui te revient avec un argument de merde, et, mais non, c'est 2 fois plus troublant. Mais oui, 2 fois plus troublant quand c'est ton miroir qui est attaqué. C'est des Européens, là. c'est comme, oui, puis en plus, moi, je suis ukrainienne, fait que, tu sais, et de voir, mais en même temps, de voir leur résistance, leur résilience, ça, on va le voir après, mais même à ça, il y en a quand même, mais leur résistance incroyable, tu sais. Je suis pas sûre qu'ici, si ça arrivait, ça se passerait comme ça. Non, nous, à la dernière guerre, on est rentré dans le bois puis on s'est sauvés. Oui, mais je me dis, tu sais, mettons, je sais pas, le Québec se sépare, puis là, Ottawa débarque et tout ça. J'ai l'impression que ça capitulerait vite. Ah oui, non, c'est clair. Pas sûr qu'il y aurait cette résistance, vraiment. Puis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment uni les Ukrainiens qui étaient peut-être pas si unis que ça en partant. Et puis, là, ils sont tous unis, puis... c'est ça, je trouve ça vraiment ça m'épate et tu sais
c'est ça aussi. Moi, je suis pas née là-bas, mais tous mes grands-parents sont de là, mais je me suis jamais vraiment intéressée à ces origines-là qui étaient quand même importantes parce que j'étais au Québec, parce que je voulais être québécoise. Je suis née en France, donc je suis arrivée ici à 5 ans. Je pense que depuis mes 5 ans, je veux m'intégrer, je veux faire partie de. Alors c'est pour ça que mes origines, je m'y intéressais plus ou moins. Puis là, tout à coup, c'est une espèce de découverte de ces gens-là. Puis je veux dire, je dois avoir un petit peu de ce tempérament-là à moi aussi, j'imagine. C'est ça que je me dis. Alors, ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Les images de force qu'on a vues, là, je pense à cette grand-maman tu as certainement vu les images, parmi les premières images qui sont arrivées de la guerre, une grand-maman qui est arrivée devant ses soldats russes, puis elle leur disait, allez-vous-en chez vous, là. Puis une autre qui leur a donné des graines. Ouais. Écoute, faut le faire, là. Mais ce qui est drôle, c'est ça, je lisais ça dans le journal ce matin. Alors, je pense que c'est sur la route d'Odessa. Il y a des pancartes et puis ils disent à gauche. Alors, tournez à gauche, allez vous faire foutre. À droite, allez vous faire foutre. Puis de toute façon, allez vous faire foutre. Donc, ce sont des messages qu'ils donnent aux soldats russes qui savent pas évidemment où c'est qu'ils sont. Et je trouve cette idée de allez vous faire foutre, c'est quand même. J'aime ça. Quand même. Nathalie, prends ton verre. Santé à la vie. Oui, merci. Souhaitons qu'elle reprenne le cours normal le plus rapidement. Bientôt. Bon, tiens. Tu dis que tu es toujours journaliste, c'est la seule affaire qu'on t'enlèvera jamais. Ah ben oui. Parce que journaliste, pour moi, c'est pas juste écrire dans un journal. C'est pas un job. C'est une job. C'est une façon d'appréhender la vie. Moi, je pose des questions, je veux toujours tout savoir. J'ai un côté commère complètement, là, tu sais, je suis vraiment... Mais je veux, tu sais, ça, là, donc c'est ça, quand j'étais évidemment journaliste, je posais des questions. Là, j'écris plus pour un journal, mais je continue à les poser les questions sur toutes sortes d'affaires, surtout sur la politique, sur la culture, sur la société. Alors, c'est pour ça que je dis, donc, je serai journaliste jusqu'à la fin. Sur Facebook, tu te décris comme une commentatrice aux opinions parfois tranchantes. C'est ça ta description. Ah oui. Sur Facebook, c'est ça? Sur Facebook. Oui, mais Facebook, là, oui, c'est ça. Parfois tranchante, oui. Parfois pas, hein. Mais je suis, quand même, j'ai vieilli, je suis un petit peu plus, pondérée, je dirais, mais pas toujours. En fait, tout le monde dit que non, là, mais en tout cas. Mais, oui, j'ai des opinions parfois tranchantes, mais parce que aussi souvent, je sens autour de moi cette espèce justement, on n'ose pas trop, on est en démocratie, là, on n'est pas sous Poutine, là, au Québec. Non. Mais il y a quand même cette espèce de chape de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut pas dire. Et moi, il y a rien qui m'écoeure plus que ça. Enfin, qui m'énerve, d'ailleurs, qui m'écoeure. Tu sais, s'il y a un éléphant dans la pièce, même si c'est un petit éléphant, ben, si personne le dit, moi, je vais le dire. C'est sûr. Qui va le dire? C'est Nathalie ou Petrovski? Parce que tu dis, on est deux qui cohabitons. Ouais, c'est probablement Petrovski qui va le dire. Ouais, Et Nathalie aussi. Nathalie aussi. Ouais. Ben, les deux se ressemblent quand même. Parce que moi, je vais faire à mes invités un test. Oui, je sais, je l'ai fait ton test, là. Ah oui, t'as fait le test. Puis, le test permet de savoir qui on est au naturel et qui on est en adapté. OK. Puis quand j'ai lu que tu disais, je suis Nathalie et Petrovski, puis on est deux personnes, les deux personnes se ressemblent, mais il y a une différence marquée. Ah ouais? À la base, on n'est pas surpris. Probablement, je t'explique, pour ceux qui ne connaissent pas Nova, ça détermine la personnalité avec des codes de couleurs. Ouais. Rouge, jaune, vert, bleu. Ouais. 0 à 100 pour chacune des couleurs. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises réponses. C'est une personnalité. Il n'y a pas des bonnes, puis il n'y a pas des mauvaises personnalités. Il y a des mauvaises personnalités, mais ça, c'est une autre histoire. Non, il y a des mauvaises personnes. Oui, OK, d'accord. Toi, t'es une jaune-rouge. Jaune-rouge. Jaune à 96. Fait que ça, là, aussi fort que ça, tu casses quasiment ce thermomètre-là. Là. Ce qui veut dire que toi, tu vis pour influencer. Ah ouais? Pour interagir, recherche profonde du plaisir. OK. Ça, c'est jaune? Ça, c'est le jaune. Okay. Et t'es Miss Spontanéité. Oui, mais je suis pas sûre que c'est toujours une qualité. Je sais pas si c'est une qualité. Non, c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Ça dit, oui, je suis Miss c'est vrai. C'est un fait. Tout à fait. Moi, là, je suis incapable de garder quelque chose, donc je le sors tout le temps, n'importe quand. C'est pas grave, puis bon.
Puis tu veux influencer, ce qui veut dire que tu aimes gagner ton point. Ben, je veux influencer. C'est-à-dire que je suis convaincue quand je vais prendre la parole, quand je vais défendre quelque chose, je suis très convaincue. Alors, c'est sûr que je veux influencer parce que je pense que les autres ont tort, mais que moi, j'ai raison. Ça, c'est le jaune dans le tapis. Oui, Je suis pareil. c'est ça. J'ai 100 mois jaune. Mais je suis capable de reconnaître à un moment donné que j'ai tort. Puis je suis même capable de m'excuser, ce que j'ai fait à plusieurs reprises en me rendant compte que j'avais trop parlé, j'étais allé trop loin, ou je sais pas trop quoi, ou j'avais un peu dérapé. Et je suis capable de le reconnaître par la suite. Ça c'est mon côté capricorne quand même. Tu sais, je suis terrienne, je suis rationnelle, je suis cartésienne, malgré tout ça. Puis il y a tout le reste, là. Ouais. Alors, je suis capable aussi de prendre ce recul-là de ma spontanéité. Mais ce qui fait que tu vas aller encore plus vite dans ta spontanéité, c'est ton rouge. Un rouge à 79, ben là, oui. Tu sais, c'est la dominance, affronter des défis, être direct, exigeant, pas avoir. Tu sais, oui, oui. Fait que jaune-rouge, ça déménage. Ça fait brun, par exemple. Ouais, ça brosse la main. Ouais. Ah oui, peut-être. Deux ça autres déménage, couleurs. Oui. T'sais, deux autres couleurs, ton rouge et ton pas ton rouge, ton vert et ton bleu. Le bleu est à 43. À cette hauteur-là, c'est quoi le bleu? Le bleu, c'est mettons, à 100, là, c'est des gens qui vivent que pour le logiciel Excel, tu sais. Quoi? Le logiciel Excel. Tu sais, les normes, la conformité. Ah ben oui, toi, t'es à 43. Fait que toi, tu vas choisir, tu vas regarder la règle. Ouais. Puis si ça fait ton affaire, tu vas y aller. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça plate que ce soit. J'adore le bleu. C'est une belle couleur, puis que ce soit exactement ça. C'est dommage. Ouais, mais oui, mais effectivement, j'ai de la misère aussi avec l'autorité. J'ai de la misère mais je suis quand même pas une hors-la-loi, là. Faut pas. Ben, ça dépend. Il y a la naturelle, l'adaptée. Fait que là, on est en naturel, OK? On est à 43 en bleu, puis en vert, 32, c'est. Le vert, c'est la vitesse. Fait que rendu à. Puis l'harmonie. Fait que toi, à 32, là, tu provoques un peu le changement, puis un petit peu rapide, puis un petit peu impatiente, puis un petit peu multitâche. OK, un petit peu. Ouais. Mais, en adapté, c'est le même jaune, le même rouge. OK. Puis là, on tombe back-order de vert et de bleu. Fait que là les règles... je fais mes règles. Ah ouais. Un peu rebelle, encore plus rapide, un peu plus impatiente. Ça va vite. Oui, le tempo puis le ça, c'est vrai que je suis impatiente. Ça, c'est vrai. C'est Petrovski, ça. Oui, c'est Petrovski. C'est Petrovski, c'est Nathalie aussi, des fois. Puis c'est Maman aussi, des fois. Mon fils, il en revient pas, des fois. Mon fils est le contraire de ce que je suis. Puis des fois, je comprends pas. Mais c'est ça, il me trouve impatiente, il trouve que j'ai mauvais caractère, j'engueule tout le monde. Mais c'est quoi ça? Alors que c'est juste qu'à un moment donné, je trouve qu'il faut mettre son pied ou son poing sur la table parce que sinon tu te fais rouler dessus, écraser, tasser. Tu sais, c'est le monde est pas beau là. Le monde c'est quand même pour moi effectivement la vie c'est quand même une bataille. C'est quand même et il faut faire sa place puis il faut constamment. Alors, ça, c'est peut-être mon côté ukrainien, effectivement. Peut-être. Et puis, Nova Internet permet de connaître les motivations des gens. Parce qu'à quoi on carbure? C'est bien beau d'être un jaune-rouge, c'est un peu caricatural, ça, mais c'est quoi la viande qui fait qu'on a envie de se lever le matin? Tu as l'idéologie assez fort. Ouais. Fait unité, moralité, système de valeurs, code d'éthique, des principes. On touche pas trop à ça parce qu'on risque de trouver le jaune rouge en tout qui va nous revoler d'en face. Ouais, mais tu sais, j'ai quand même une éducation judéo-chrétienne. Fait que il y a beaucoup de culpabilité là-dedans, une espèce de culpabilité. Et tu nais avec ce maudit culpabilité-là. Donc c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que l'éthique et la morale, pour moi, c'est bien important, mais ça va avec la culpabilité. Je peux pas faire quelque chose de pas éthique. Moi, me sentir coupable, me sentir mal, c'est pas dans mes valeurs, dans mon ADN. Là, tu sais, mais ça, c'est beaucoup l'éducation judéo-chrétienne, je pense. Peut-être ta mère a dit, j'ai été obligé de relire deux. Oui. Elle a dit bien des affaires. Oui, c'est ça. Elle a dit, j'ai pas de morale, j'ai des principes. Ah, je sais. Mais ma mère, elle avait pas de morale. Elle avait vraiment pas de morale. Non, mais tu sais, parce que la morale, c'est religieux. Ah oui, les OK, principes, d'accord. c'est la rigueur. Ah oui. Je l'ai relu 2 fois parce qu'elle a dit, quand j'ai lu pas de morale, j'ai des principes, je fais ça, c'est quoi le rôle de vas-y? C'est quoi la signification? Là, j'ai été plus loin dans cette citation, puis tout à l'heure, on pourra, tu sais, si elle était encore de ce monde, on pourrait l'inviter puis jaser avec. Mais ma mère avait pas de morale. Est-ce qu'elle avait des principes? Oui. Mais, c'est un peu, moi, j'ai beaucoup travaillé. Non, j'ai pas travaillé. Comment dire?
En fait, je ne voulais pas ressembler à ma mère parce que j'étais vraiment en désaccord avec beaucoup des valeurs de ma mère. Okay. Des valeurs oui, de liberté, mais d'irresponsabilité, de trop grande légèreté, de me, myself and I, d'un paquet d'affaires, de mon plaisir et que les autres s'arrangent. Je suis pas comme ça, moi. Les autres sont importants. Je suis quelqu'un de responsable, ce que n'était pas ma mère. Alors, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses que je me disais, mon Dieu, je ne veux pas lui ressembler et je vais travailler très fort pour ne pas lui ressembler. Et souvent, on regarde nos parents et on dit on veut pas leur ressembler, mais tristement, on se regarde dans le miroir et on fait Ben, c'est ça. Mais en fait, quand même, c'est vrai que depuis qu'elle nous a quittés, en fait, au printemps dernier, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui me ressemblent. Mais pas au plan des valeurs, pas au plan de l'éthique et tout ça, non. Mais beaucoup d'autres choses, par exemple. Oui. Parce que de loin, quand on vous connaît pas, on constate quand même que la pomme est pas tombée bien loin de l'arbre. Ben c'est sûr que ma mère était opiniâtre. Ma mère avait, c'est vrai, quand elle avait des convictions, quand elle défendait, ma mère aimait la fête. Moi aussi, j'aimais la fête et tout ça, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand on gratte et tout ça, moi, là, les jeunes hommes, non, je n'aime pas les jeunes hommes. Ma mère adorait les jeunes hommes. Tu as le même chum depuis toujours. J'ai le même vieux chum depuis toujours. Non, mais tu sais, et moi, toute son aventure avec les jeunes hommes, parce qu'elle en a eu plusieurs, et aussi des longs... Cet homme avait ton âge. Oui, et non plus. Moi, j'avais l'âge de mon frère. J'avais l'âge de mon frère. Et ça, j'ai jamais participé à. Et je sais qu'il y a eu tout un courant, tu sais, des cougars, tu sais, portés au nu par les féministes, par les Josée Blanchette, par tout ça qui trouvaient ça formidable. Oui, formidable. Mais moi, j'ai jamais trouvé ça le fun. J'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée. Même pour ma mère, dans le fond, tu sais, c'est terrible. Tu sais, t'as 60 ans, t'es avec un gars de 37 qui est super beau, qui est au sommet de sa forme. Toi, tu es en train de décliner. C'est une souffrance constante que tu dois vivre. Et c'est ça qu'elle a vécu aussi, tu sais, vers la fin. Bon, tu sais, quand elle était un petit peu plus jeune, mais quand même, elle avait 50 ans, elle sortait avec un gars de 18. Je me disais, pas d'allure. Non, moi, je m'excuse. Ça, c'est mon côté très moral. Michel n'a pas à avoir peur, là. Non. Tu peux venir en ville tout seul. Là, non, c'est ça. J'irai peut-être avec un vieux schnock, mais j'irai pas avec un jeune. On va au motel avec un vieux. Première assignation au Journal de Montréal. Je veux que tu me racontes, parce que je l'ai entendu, mais pas de ta bouche. Première assignation, jour 2, on t'envoie à l'aéroport. Parce que, finalement, ce qu'on constate, c'est que tu es une fille gênée, malgré les apparences. Oui, j'étais terriblement gênée. On t'envoie quoi? T'as Johnny Hallyday, Hardy qui arrive à Montréal, puis on dit assignation, va-t'en là-bas. Oui, c'est ça. En fait, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Oui, c'est que, j'avais essayé de rentrer au Journal de Montréal à plusieurs reprises. Ça faisait 8 mois que j'avais même écrit des textes et tout ça parce que, en fait, tout ça pour dire, mes parents étaient séparés, mon père m'avait mis à porte. Fallait que je gagne ma vie, puis j'avais 19 ans. Mais là, rendu là, j'avais quand même 21 ans. Et puis, donc, j'ai essayé à plusieurs reprises de rentrer au Journal de Montréal. Ça n'a jamais marché jusqu'au jour où, évidemment, en plein été, c'est ça, genre le 25 août ou le 20 août, là, ils avaient besoin de monde, ils m'ont appelé. Et donc, j'ai débarqué au Journal de Montréal. J'arrivais d'Abitibi parce que j'étais dans un projet Perspective Jeunesse où on faisait un film sur un village qui fermait, Rapide Danseur, qui a jamais fermé finalement, en tout cas. Et là, je suis arrivée, moi, avec toute mon inconscience. C'est bizarre. Il y a des gens pour qui l'inconscience va les mettre dans le trouble. Moi, on dirait qu'elle m'a servi cette inconscience-là. Elle m'a permis pas de défoncer des portes, mais de me présenter. J'avais pas de cours de journalisme. C'est vrai que je savais écrire, mais je veux dire, je savais pas trop c'était quoi ce journaliste. Je lisais même pas les journaux, mais tu sais, je voulais travailler au Journal de Montréal. Bref, j'arrive là, et puis, et donc, en fait, et c'est vrai, parce que quand j'ai écrit mon espèce d'autobiographie dans le journalisme, je me suis rendu compte, je pensais que c'était la première journée, mais finalement, c'était la deuxième journée. Mais peu importe. On s'en fout. Et c'est vrai qu'il y avait aussi, ayant été élevé par deux grandes gueules, deux parents qui
parlaient beaucoup, qui étaient... Moi, je prenais mon trou avec eux autres. Et j'étais quelqu'un de très timide, c'est vrai. Et je me dis, je sais pas pourquoi, et je sais pourquoi, en fait, inconsciemment, pourquoi je suis allée vers le journalisme, parce que ça me forçait à vaincre ma peur des autres et à vaincre ma peur d'entrer en communication. Et elle était réelle, cette peur-là. Alors, c'est sûr que j'arrive au Journal de Montréal, la deuxième journée, je m'attends pas à ça, et ils me disent, ben là, Johnny Hallyday, il arrive à Dorval, c'était encore Dorval à l'époque, il faut que tu ailles le chercher, puis tu vas le suivre toute la semaine. Là, Hallyday, on se comprend, là, c'était Elvis à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Là. Oui, c'était Johnny Hallyday, puis bon, moi, tu sais, oui, effectivement, là, mais tu sais, je tripais plus sur lui, moi, à ce moment-là, tu sais, j'étais vraiment sur la musique américaine, les Doors, bon, tu sais, tout ça. Bon, Johnny, mais quand même. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, il faut que j'aille... Et effectivement, je suis arrivée et j'ai pas été capable de lui parler. T'as choqué, comme on dit en bon français. J'ai choqué, tu sais, d'entrée de jeu, j'ai choqué. Alors bon, c'est pas grave puisque c'est la première journée. Enfin, c'est pas grave. Oui, c'est grave parce que bon, il faut que je revienne au journal et il faut que j'écrive un texte. Alors évidemment, comme je ne peux pas communiquer avec lui, je peux pas lui adresser la parole, qu'est-ce que je fais? Tous mes autres sens sont sautaguets. Je le décris, j'observe tout, comment il est habillé, qu'est-ce qu'ils font avec les valises, où c'est qu'ils s'en vont, tout ça. Et c'est comme ça, donc je suis revenue au journal et j'ai écrit ce texte sans une, comme on dit dans le métier, sans une citation. Et je me disais vraiment, c'était ma deuxième journée et ma dernière, ils vont me foutre à la porte. J'ai pas été capable d'y parler et il faut que je le suive. Mais je l'ai suivi tout le reste de la semaine et j'ai pas été capable d'y parler, sauf à la fin. Lui, il savait que tu le suivais, là. Ben, il voyait bien. Il y avait toujours un photographe, puis moi, puis je prenais des notes, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, il me parlait pas. Il disait, qu'est-ce que vous faites? Non. Tu sais, mais je le suivais dans des émissions de radio. Donc, il parlait dans les émissions de radio. Je suivais sur des plateaux de télé. Je suivais au lancement. Il a dit ça à Jean-Pierre Coallier. Il a dit ça à ta émission de radio. Il a dit ça, point. OK. Et ce n'est que tu sais, je pense qu'il est arrivé un lundi, le samedi, il est allé au journal, et donc j'étais là, et je me suis finalement présentée quasiment en tremblant, c'est moi qui vous suis, tu sais, bon, salut, bonjour, et c'est tout, et ça a été, c'était comme, bon, ben, il va falloir que je fasse quelque chose, il va falloir que j'apprenne à parler au monde, parce que ça marchera pas, cette histoire-là. Et en même temps, ça avait marché, ils étaient très contents au journal, parce que bon, j'écrivais, fait que, tu sais, j'entrais dans la description, je mettais toutes sortes de détails, ils étaient bien contents. Alors, finalement, ils m'ont engagé. Ils t'ont engagé, mais rapidement, t'es devenu ou tombé dans la critique? Ah non. Ben, c'est-à-dire, non. Ben, non, d'abord, je suis restée 1 an et demi au Journal de Montréal, donc je suis devenue, comme on dit, permanente. Et au bout d'1 an et des poussières, il m'avait quand même envoyé une fois faire une critique. Ma première critique, ça a l'air, je pense que c'était Jean Lapointe, ou je sais plus trop quoi. Ou non, c'était, en tout cas, je sais plus trop. Mais non, ils voulaient pas trop. Et finalement, à un moment donné, ils ont dit, OK, tu veux faire de la critique? Et c'est là qu'ils m'ont envoyé couvrir le show de Diane Juster. Et donc, je le répète, moi, j'aimais la musique, le rock'n'roll, j'aimais les Doors, les Stones et tout ça. Fait que Diane Juster... On est loin, là. Puis ses balades, non. Puis dans le fond, ils auraient peut-être... Je sais pas si... C'est peut-être Pierre-Luc, mon patron. Je ne sais pas s'il a fait exprès pour comme ça s'assurer que... Ou si, dans le fond, c'était complètement... Tu sais, bon, s'il y avait personne d'autre de disponible. Alors, et évidemment, il ne m'a pas dit... n'oublie pas que Diane Juster est quand même une bonne amie de l'éditeur, Monsieur Pelado, tu sais. Fait que, mais tu sais, je veux dire, j'avais rien écrit. Alors, bref, je suis allée voir le show de Diane Juster, puis j'ai trouvé ça épouvantable. Tu l'as écrit? Ben, je l'ai écrit, et là, ça a été un petit peu un choc. Puis ils ont enlevé, tu sais, ils ont changé mon titre, ils ont mis le truc, vraiment, ils ont caché le texte, parce que... Quasiment clavier d'un texte dans le journal. Non, mais tu sais, ils l'ont quand même publié, mais ils l'ont vraiment caché. Et le lendemain de la publication, c'est Pierre-Luc qui m'a dit, garde, t'en as fait une, c'est la dernière, tu ne fais plus ça. On va perdre des commanditaires à cause de toi. Puis M. Pelado est en beau maudit. Il dit, c'est qui cette fille-là? Pour qui qu'elle se prend? T'sais? La Petrovski. Oui, c'est ça, là. Alors, et c'est à partir de là, j'étais pas contente parce que j'avais quand même eu du fun. Tu sais, j'écrivais, c'était stylistiquement un peu exagéré. Je faisais exprès, je faisais un peu d'humour et tout ça. Ah oui, avec autant de jaune, c'est sûr que tu y prends plaisir. La petite forme. Ah, j'aime ma phrase. Oui, c'est ça. Fait que là, j'avais eu du fun, puis là, il venait de me dire que
non, c'était fini. Alors, bon, là, je me suis dit, ouais, ben, je suis pas sûre que je vais rester ici. Là, tu sais, eux autres, là, ils comprennent rien. Ils ne me comprennent pas. C'est le Journal de Montréal. C'est ça. Là. Ouais, c'est ça, le Journal de Montréal. Et c'est pour ça que, en fait, ça a pris à peu près 6 mois et j'ai essayé. Donc, il y a une place qui s'est libérée au Devoir. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'appels de phare. J'ai appelé Michel Leroy. J'ai fait plein d'affaires pour qu'il m'engage. Et il voulait pas parce que je venais du Journal de Montréal. Ben oui. Puis c'est qu'on vous connaît pas. Vous êtes qui, vous? Puis, ben oui, mais je disais, mais vous savez, je veux vraiment. Et finalement, comme il trouvait personne parce qu'on était payé 35$ le papier et qu'il y avait juste une folle comme moi qui allait quitter un maudit bon salaire, la semaine de 4 jours, tu sais, les bénéfices marginaux, les soins dentaires, et tout ce que tu veux. Ah, parce que Pelado, père, a toujours été réputé pour bien payer son monde. Oui, c'est pourquoi? Parce qu'il avait tellement peur d'une grève, parce que lui, il est né, le Journal de Montréal est né avec la grève de la presse. Ouais. Fait que là, lui, il voulait pas de grève parce que il voulait pas mourir. Exactement. Alors donc, il payait très bien, c'était des super conditions, mais moi, j'avais 21 ans, l'argent, je savais pas ce que c'était, fait que je m'en foutais. Moi, je voulais aller travailler dans un journal qui ne tâchait pas les doigts. Un petit fond de snobisme. C'est vrai, pareil que les lecteurs du Devoir disaient que c'est un journal qui ne tâchait pas les doigts. Mais je lisais même pas le Devoir, là, tu sais, mais ça tâche pas les doigts. Je pense que je vais aller là. T'as quand même fait un petit bout, quoi, comme 15 ans à peu près? Ben oui, j'ai fait 15 ans au Devoir quand même, hein, c'est incroyable. Pas rien. Ouais, c'est pas rien. Ben ça a été vraiment mon école parce que j'ai pu vraiment écrire, en fait développer un peu mon style là, parce qu'au journal, je regardais ça, non, pas vraiment, mais tu sais, je faisais mes classes, tu sais, comme je dis, c'était mon école secondaire. Après ça, c'était mettons, mon cégep puis mon université, c'est le Devoir. Et j'ai vraiment, et je suis devenue Nathalie Petrovski, la journaliste là, tu sais. Puis j'ai fait toutes sortes d'affaires aussi. Tu sais, j'ai été critique de musique 7 ans, mais après ça, j'ai fait des reportages, j'ai fait du sport, j'ai fait un paquet d'affaires. Fait que ça a été aussi pour ça une super belle université, dans le fond. Mais pendant que tu étais au Devoir, tu pognais le téléphone, tu t'appelais à la presse, puis tu disais « Je vais à la presse. Je vais à la presse. » Pas tout de suite, Okay. pas tout de suite. Non, ça a pris quand même, Non, mais vers la fin. Vers la ouais, fin, vers la fin. Oui, je faisais des calls, puis ça marchait jamais. Michel Leroy disait non, mais on n'a rien pour vous. Vous allez aller couvrir des chanteuses de bas étage, me disait-il. Et je disais non, Michel. Parce que là, t'avais l'autre problème, t'arrivais du Devoir. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, c'est ça, oui, parce que je m'entendais pas très bien. C'est très bizarre parce que autant j'avais beaucoup d'admiration pour Lise Bissonnette, pour la journaliste qu'elle est, comment elle écrit, elle avait une plume formidable, ses éditoriaux étaient géniaux, mais je trouvais que comme boss, c'est pas ça. Puis c'est qu'on avait une drôle de relation, c'était une relation vraiment, je dirais, amoureuse. Des fois, c'était comme si j'étais un peu sa fille. Elle me traitait comme ça. Puis en même temps, elle était comme complice avec moi parce qu'elle comprenait ce que je voulais faire au plan stylistique et tout ça. Elle le comprenait, ça. Puis en même temps, c'est ça, me mettait des bâtons dans les roues. Fait qu'à un moment donné, j'étais vraiment tannée. Puis quand elle a été nommée directrice du Devoir, là, elle était plus rédactrice. Là, c'était comme... Oh non, ben là... Faut être ma vraie boss, là. Ouais, non, je pense que ça suffit. Ça suffit. Et ça, en fait, j'ai profité d'un moment où ça allait être vraiment la renaissance du Devoir. Et je pense que, la presse, c'était Roger Deslandry. Je pense pas qu'ils étaient inquiets, mais quand même, tu sais, le Devoir, le nouveau Devoir de Lise Bissonnette pouvait très bien aller chercher des parts, aller chercher des lecteurs, aussi aller gagner en prestige. Alors, il se disait, puis j'étais quand même une des figures connues du Devoir, il trouvait que dans le fond, c'était une bonne idée qu'une des figures connues s'en aille, juste au moment d'une renaissance. Alors, j'ai profité de ça. J'étais bien content. Mais tu t'es ramassé à la presse. Oui. Et tes papiers, c'est probablement le climax où tes papiers ont eu des réactions. La presse, large diffusion. Fait que c'est sûr que quand tu chiales dans un micro qui a plus de portée, la réaction est plus forte. C'est drôle, je m'amusais. Puis, vive Internet, là, il reste encore plein de traces d'affaires. Oui. On est en plein Star Academy présentement. Oui. En 2009, au début de Star Academy, là, on voit les gens des régions qui appuient, là, puis là, c'est la BTB derrière un tel. Oui. Et là, tu as osé
faire un texte en disant, bon, c'est quoi cette affaire-là, des régions qui se mettent derrière le monde? Mais écoute, au Québec, tous les interdits dans le même texte. Ah oui? Parler contre les régions, parler contre des jeunes Moi, chanteurs. j'ai fait ça. Ben oui, tu as dit. Oui. Moi, j'ai dit ça. Mais ça m'étonne parce que... attends, mais vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, Qu'est-ce que j'ai écrit? Tu parlais du phénomène des régions qui se mettent derrière les candidats. Ouais. Et tu as dit, Star Academy fait de nous des intoxiqués heureux. Ouais, mais ça, c'est pas si pire. Oui, non, mais écoute, des lettres ouvertes dans les autres journaux après, Ah oui? puis là, la guerre est pognée. Là. Parce que moi, ce que je me souviens, au contraire, parce que au début, c'est ça, récemment, j'ai fait un podcast sur la télé-réalité. Au tout début de la télé-réalité, moi, j'étais une de celles qui prenait la défense. Pas tout à fait. C'est-à-dire que je disais, il faut s'intéresser à ce phénomène-là. C'est un phénomène qui prend énormément de place. Les jeunes adorent ça. Faut arrêter, nous, les grands intellectuels, nous, les snobs, nous, l'élite médiatico-machin. Faut arrêter de dire que c'est débile puis c'est tout parce qu'on dit rien. Fait qu'il faut se pencher sur le phénomène. Puis à un moment donné, il y a même, je me rappelle, la presse, on a fait un débat entre Michel Rivard et moi et c'était vraiment la une, coupée en deux, et t'avais 25 raisons de rejeter la télé-réalité, ça c'était Michel Rivard, et puis moi c'était 25 raisons de l'adopter. Et ce qui, je trouve, puis ça tournait tout autour de Star Academy, et ce que j'ai trouvé le plus ironique de tout ça, donc Michel, il y avait toutes sortes de raisons, mais finalement, qu'est-ce qui a fini par aller devenir... Oui, il a participé à plusieurs reprises. Exactement. Mais ça, c'était au tout début. Alors, oui, ben il y a eu... Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a eu j'ai eu plusieurs controverses. Je les cherchais un peu, c'est-à-dire... Non, comme j'ai dit au début, quand il y a un éléphant dans la pièce, qu'il soit petit, qu'il soit gros, je le dis. Alors, et évidemment, des fois, puis j'avais des opinions, oui, qui étaient mes opinions. T'es pas obligé de les partager, non? Tu sais, mais alors, bon, c'est ça, ça fait le monde grimpait dans les rideaux. Ben moi, en parlant de grimper dans les rideaux, Ouais. Cassivi a dit, quand t'as pris ta retraite, que il s'est mis à s'ennuyer de tes engueulades épiques au téléphone. Oui. T'étais son voisin. Oui, ben c'est parce que à la presse, évidemment, c'est une salle de rédaction qui est ouverte, là. Alors, et c'est sûr que j'ai une voix qui porte. Et puis... Mais pourquoi tu t'engueulais au téléphone? Ah ben je sais pas, là, j'engueulais peut-être un attaché de presse ou qui c'est que je pouvais engueuler? Mon chum ou n'importe quoi, je pognais les nerfs, c'est vrai. Et tout le monde rigolait. Et parce que, tu sais, des fois, des journalistes dans une salle de rédaction, c'était un peu plate. Alors, je mettais un peu de vie là-dedans, en hurlant. Puis en pognant des débats. Mais tu sais, c'est sûr que je m'emporte. Mais c'est pas, tu sais, des fois, les gens pensent que je suis vraiment fâchée. Mais je suis pas fâchée. Je suis juste comme... Juste jaune-rouge. C'est ça, exactement. Je suis plutôt rouge. T'as participé à une émission Mythique, ouais. qui a duré tellement moins longtemps qu'on pense qu'elle a duré. Ben oui, je pense qu'elle a duré 4 ans, finalement, la bande des 6. La bande des 6, que tout le monde appelle la bande des bitches. Oui. Qui était en direct du luxe rue Saint-Laurent, dans un Montréal qui est en train de se transformer. Ouais. Avec la rue Saint-Laurent qui est en train de renaître, où tu avais des magasins comme Parachute, des designers. Ouais. C'était le début de quelque chose. Il se passait de quoi? Ouais, il se passait de quoi sur la rue Saint-Laurent, sur le boulevard Saint-Laurent, à cette hauteur-là et tout ça. Même en culture, tu avais des Michel Lemieux. Tu sais, la culture est en train de changer, puis vous autres, vous êtes apeurés à TV. Oui, ben, une émission, cela dit, il y a toujours eu des émissions culturelles à Radio-Canada, on a beaucoup chialé, mais tu sais, à un moment, Oui, mais pas comme ça. Non, c'est ça, c'était une émission, c'était un show de critique. Et je pense que c'est ça que le monde haït. C'était pas, c'est-à-dire, au rideau vert, il y a telle pièce de théâtre avec un tel. Non, c'était un show de critique. Et ce que le milieu n'aimait pas, c'était le show. Parce que oui, on faisait un show. On s'est dit, on est à la télévision, alors on va parler, on va en mettre. Et aussi, bon, il y a eu, c'est parce que c'est ça. Il y a eu quand même, c'est ça que je trouve le monde oublie. Tout le monde dit la bande des bitches, vous étiez épouvantables. C'est pas vrai. Il y a eu quelques prises de bec mémorables. Souvent entre vous. Entre nous, des fois avec des invités. Mm-hmm. Et l'affaire qu'il y a, c'est que dès la première émission, c'est ça qui a parti le bal. Je ne sais pas s'il n'y avait pas eu cette première... Alors, dans cette première émission, on avait ce qu'on appelait la partie confrontation. C'est-à-dire qu'un artiste était là et il était au bar devant un téléviseur et il écoutait donc un des critiques faire la critique et après ça, il venait donc lui donner la réplique, le confronter. Donc, c'était quand même très transparent. On n'est pas en train de dire du mal dans le dos de quelqu'un. Non. Si on dit du mal, on le dit dans sa face. Ouais. Le problème, c'est que
le premier qui a dû se soumettre à cet exercice-là, c'était Georges Hébert-Germain, qui était quand même un être quand même nuancé, doux, enfin, pas toujours, mais quand même, tu sais, Georges Hébert, il y avait une élégance dans la façon dont il écrivait, tout ça. Et je pense qu'il était tellement nerveux, je sais pas quoi, et c'était Michel Tremblay. T'sais. Alors là, un monument. Et là, lui, il s'est dit, bon, ben comme c'est une émission de critique, ben je vais y rentrer dedans. Puis il a rentré dedans. Je pense qu'il lui a dit, vous avez du génie, mais vous n'avez aucun talent. Et lui, alors c'était là une charge à fond de train. Et Michel Tremblay, là. Tu sais. Et oui, Michel Tremblay qui a toujours été porté au nu. Et là, tout à coup, il est devant ce petit blondinet qui lui dit, vous n'avez aucun talent. Vous avez du génie peut-être, mais vous avez aucun talent. C'est plein d'erreurs dans vos romans. Vous vous foutez de la réalité. Là, c'était comme... Alors là, évidemment, là, notre réputation était faite. C'était fini. Là, c'était parti dans le milieu, surtout le milieu du théâtre, qui est tellement un milieu, comment dire, à fleur de peau. Mm-hmm. Alors, donc, notre réputation est partie comme ça. Après ça, c'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de trucs. Il y a eu, à un moment donné, Léo Lévesque, qui était, donc, qui a écrit des pièces, mais qui avait été aussi en prison, qui est arrivé sous mort. Il déparlait. En tout cas, je pense qu'il a fallu quasiment l'arrêter, de le sortir du plateau. Il y a eu des Jean Leloup commençait. Céline est venue. Tu sais, il y a eu toutes sortes d'affaires. Puis il y a eu nos critiques et beaucoup. Tu sais, on aimait la culture. Là, on était 6 personnes qui on vivait de ça. Alors c'est pas vrai qu'on a passé notre temps à détruire et à démolir tout le monde. Mais les fois où c'est arrivé, c'est devenu comme mythique. Oui, parce que c'est une belle brochette de grande gueule. Belle brochette de grande gueule, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que cette brochette-là, elle a changé constamment. C'est-à-dire que alors, on était au départ Georges Hébert-Germain, Marie-France Bazot, moi-même, René Aumier-Roy, Dany Laferrière et Suzanne Lévesque. Suzanne qui est un peu l'instigatrice de la patente. Oui, c'était une idée de Suzanne. C'était une idée, la confrontation avec les artistes qui peuvent aussi, tu sais, se défendre et tout ça. C'était une idée de Suzanne et je sais plus si le titre c'était son idée à elle, je m'en rappelle plus. Bon, en tout cas, peu importe. Mais de ces 6-là, il y en a 3 qui sont restés, c'est-à-dire René Aumier-Roy, moi et Suzanne. Mais les 3 autres, alors on a eu, bon, Jean Barbe, voyons. Dany Laferrière, Mané? Dany Laferrière est partie assez vite. Marie-France Bazot est partie aussi. Georges Hébert est parti aussi. Gilles Carle est venu faire de la critique. Denise Feliatro est venu faire de la critique. Il y a eu toutes sortes de monde qui ont remplacé. Ça va même réussi à casser Denise. Exactement. Quand même. C'est ça. Mais tu sais, c'était, pour terminer là-dessus, c'était une des premières fois où on voyait, dans le fond, des discussions qui étaient les mêmes discussions qu'on avait à l'occasion après un show devant un verre de bière. Exactement. Puis, je veux dire, on se gênait pas pour dire ce qu'on pensait. On a refait, après ça, on a fait 6 dans la cité, mais c'était plus ça. Et on a dit souvent, est-ce qu'on pourrait refaire cette émission-là? Puis, je pense pas. Parce que il y avait probablement une liberté, il y avait peut-être, encore une fois, une innocence par rapport à tout ça. Mais il faut pas oublier que si cette émission-là n'a duré que 4 ans, c'est parce que le milieu nous haïssait. Ouais. Et le milieu, il voulait des plugs, il voulait des émissions complaisantes, il ne voulait pas de show avec des critiques. Et vous autres, puis RBO, back à back un dimanche soir, ça serait pas pire. Quand même, là. Dernière saga, une des sagas qui a fait le plus jasé, évidemment. Puis autre preuve que des fois, tu mets le feu sans vouloir mettre le feu. Céline, la Chambre des miracles. Ah oui? Oui. Tu sais, il y a tout pour pas créer un drame. Et pourtant, t'en as vécu un, là. Oui, j'en ai vécu un. Ben oui, c'est ça, je l'ai raconté aussi avec René Angélil. C'est-à-dire que, tu sais, avec René Angélil, là, moi, j'ai eu des bons rapports au début. Donc, quand Céline était jeune, je suis allée, tu sais, quand elle est allée à l'Olympia, je faisais partie du contingent de journalistes invités. Je m'en rappelle qu'à un moment donné, quand elle a joué au Saint-Denis, René nous avait invités, Michel et moi, puis nous parlait. Quand René a été faussement accusé, là, d'avoir agressé sexuellement une bonne femme, tu sais, j'ai pris sa défense, il m'avait appelé pour me remercier. Puis là, fouille-moi qu'est-ce qui s'est passé.
plusieurs années plus tard, Céline essaye d'avoir un bébé, et puis ben finalement ça finit par marcher, mais bon, on le sait là, par gestation par autrui, par assister, c'est ça. Alors, et puis c'est ça. Alors on a un lancement à New York d'un livre de photos où c'est Céline avec toutes sortes de bébés. Ça veut dire qu'elle a pas encore eu René Charles à ce moment-là. Et donc le livre s'appelle Miracle, tu sais, je veux dire franchement là, c'est elle avec toutes sortes de bébés là. Puis on est là le soir, alors on est là au lancement, on a été invité, fait que moi j'écris un petit texte insignifiant en ce qui me concerne sur bon ben voilà, elle est avec des bébés, c'est avec Anne Geddes qui a fait des photos, puis à la fin je dis parce qu'elle nous avait dit on a loué la chambre où René Charles, je me rappelle plus, mais en tout cas, la fameuse chambre où ils avaient déjà essayé, et peut-être que cette fois-ci, le miracle va se produire. C'est à peu près ça que j'ai écrit. Alors, va savoir pourquoi. Je pense que René Angélil a fait de l'interprétation. Il a pensé que je me moquais d'eux autres. Je pense pas que je me moquais d'eux autres. Parce qu'il n'était pas capable, naturellement, d'un impact là. Oui, mais il l'avait dit. Elle l'avait dit. On le savait, là. C'était quoi l'affaire? Alors, donc, c'est ça. Donc, cette journée-là, l'article paraît. On est encore à New York. On est dans une chambre, on est, tu sais, ce qu'on appelle un junket. On est comme 8 journalistes dans une chambre d'hôtel autour d'une table ronde. Et avant que Céline arrive, René débarque et il salue tout le monde sauf moi. Puis je dis, ben là, vous ne me saluez pas, puis il dit non. Et là, il commence à m'engueuler comme du poisson pourri. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et on s'entend, là, tu me fais pas ça. Moi, je m'excuse, là, pas à l'âge que j'ai, puis j'ai assez ça le caractère anyway. Fait que là, moi, je me suis débattue en me disant, non, mais c'est pas vrai, mais c'est quoi? Ben, t'es paranoïaque, mais j'ai rien écrit. Voyons, le miracle, tout le monde le sait. T'sais, en tout cas, j'ai comme ça pendant 20 minutes de temps. Tout le monde est quasiment, les gens sont quasiment cachés sous la table, tellement ils sont gênés, tellement il est agressif. Et en fait, il me fait de l'intimidation, tu sais, c'est ça qu'il fait, tu sais. Alors, et finalement, au bout de 20 minutes, il sac son camp, et moi, c'est comme, je prends un grand soupir de soulagement, c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, Céline arrive, et c'est vraiment bon cop, bad cop. Elle est peut-être même pas au courant, je sais pas. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Allô, comment ça va? Puis là, ça commence. Là, je suis là, mais non, je rêve, tu sais. Et finalement, bon, à partir de là, j'ai été blacklistée à jamais. Et puis, j'ai pas, tu sais, j'ai pas essayé. Je me suis dit, est-ce que je devrais l'appeler puis dire c'est quoi qui s'est passé? Non. Là, j'ai dit, tant pis. Qu'il aille se faire voir. Qu'il aille se faire foutre, tiens. Mais tu avais toujours le droit d'écrire sur elle. J'écrivais plus sur elle. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai écrit sur... Oui, j'ai écrit sur elle, mais j'ai pas été invitée à Vegas. J'ai vu aucun de ses shows par la suite, tu sais. Je pense que le dernier show de Céline Dion que j'ai vu, non, c'est pas vrai, parce qu'après ça, je l'ai vu au Centre Bell il y a quelques années, mais... En payant tes billets. Oui, c'est ça, en payant mes billets. Mais c'est ça, mais j'ai été sur quelques blacklists comme ça, listes noires, du Cirque du Soleil, de Céline Dion, tu sais, les artistes qui ont le plus de notoriété, je suis sur la blacklist. Mais c'est pas grave. Puis des fois, le temps passe, puis ils oublient. C'est ça. C'est ça. Ça s'appelle la vie. Ouais, c'est la vie. Là, depuis plusieurs années, t'es dans C'est juste la TV. Une émission sur la TV qui fait que tu regardes combien d'heures de TV d'une semaine en saison? Dieu, 200 heures, j'ai l'impression, beaucoup. Moi, je vous regarde toutes les semaines, puis là, je fais comme, je suis épuisé de voir les shows. Mon chum aussi, il est bien épuisé de moi. Ben, c'est ça, c'est sûr. Bon, moi, j'aime ça, cela dit, j'aime la télé, j'aime le cinéma, j'aime regarder des fictions. Tu sais, j'ai la consommation de produits culturels, j'ai fait ça toute ma vie. Des fois, j'en ai écrit un peu ou produit un peu, mais tu sais, j'ai fait beaucoup ça et j'aime ça. Je tripe au bout. Il y a rien que j'aime mieux que de regarder une série qui me fait triper. Bon, si elle me fait pas triper, ça c'est plate, on mais va bon, ouais, c'est ça, on va le savoir. Alors, donc cette émission-là, ben tu sais, je regarde, c'est ça, je suis dans le confort de mon foyer puis je regarde bien de la TV. Habillé en mou, c'est ça. Payé pour regarder de la TV. Payé pour regarder, puis après ça, on en parle. Puis non, c'est une émission sympathique. C'est une émission qui dure, tu vois, ça va être la 16e saison. Et ben c'est une des émissions les plus populaires d'Art TV. Et je comprends ça parce que, tu sais, souvent dans les émissions culturelles qu'il y a eu par la suite, tu sais, tu parles d'une pièce de théâtre, mais
personne l'a vu, ou en tout cas, juste un nombre réduit. Tandis qu'il y a vraiment un côté rassembleur à la télé, tu sais. Tout le monde a une télé, enfin, et la regarde et a vu quelque chose passer. Ce qui est pas le cas avec beaucoup d'autres, donc, produits culturels, entre guillemets. Alors, c'est ça qui est le fun aussi. Donc, il y a quand même une interaction avec le public. Il sait de quoi on parle. C'est un des rares shows où il y a encore de l'opinion. Oui. Tu sais, vous savez, le réparateur, puis par moment... Non, ben là, t'es en retard sur les nouvelles. On n'a plus de réparateur. Mais on a plus non, mais faites allusion au réparateur. C'est-à-dire ça. qu'on fait ça m'allume ou c'est ça vrai. m'allume T'as pas. raison. Et mettons que je me prive pas de mon ça m'allume pas, vu que j'ai plus de réparateur. C'est vrai, plus de réparateur. Ouais. Alors, mais aussi des fois, tu sais, dans juste quand on fait la partie zapping, il y a des shows, tu sais, que bon, non, j'aime pas ça, puis pour X raisons. Pas j'aime pas ça, point à la ligne. Non, voici les raisons pour lesquelles je n'aime pas ça. C'est important quand même d'avoir des raisons. Oui, pleinement. Hein? T'as dit, j'en ai fait un petit peu de la TV. Avant de faire de la TV, ça a commencé par un livre qui s'est appelé Maman Lascar. Et ton livre s'est ramassé en film. Oui. Film s'est ramassé En télésérie. En télésérie. J'ai re-regardé la bande-annonce ce matin De quoi? de Maman Lascar. Oui. C'était drôle en calvaire. C'était très bon. Le film? Oui. Le film de François Bouvier, Oui. réalisé par François Bouvier, avec évidemment Patrick Huard. Mais à la base, c'est ta viande, là, tu sais, c'est ta viande qui s'est modifiée, qui s'est Ma transformée. viande. Non, mais Ma c'est la viande. base. Ma C'est viande. ta matière première Ah, mon qui a été Dieu, ma cuisinée, viande. là. Ma J'aime ça, la viande. viande, moi, du contenu. Ah oui, ok. Ouais. J'aime Non, non. pas. Ok. Tu sais, je vois quelque chose de sanguinolent, Non, là. non, ok, Une c'est correct. grosse Non, masse sanguinolente. Donc, ta matière première. Oui, c'était ma matière première, effectivement. D'ailleurs, c'était moi quand j'ai écrit ce livre-là, qui est une espèce de récit dans le fond de ma maternité calamiteuse. Tu sais. Tout le temps que j'écrivais ce livre-là, d'ailleurs, je l'avais commencé quand j'étais enceinte, parce que quand j'étais enceinte, et j'ai été enceinte, moi, je trouvais que j'étais vieille. Bon, maintenant, tu sais, Pour l'époque, j'avais c'était 37 ans et j'étais vraiment angoissée. Je capotais et je me disais, bon, mais j'ai besoin d'un livre qui va me rassurer. Puis j'en ai pas trouvé. Peut-être que j'aurais pu en trouver un, mais finalement, je suis passée à côté. Fait que je me suis dit, ouais, ben, tu sais, dans le fond, souvent, quand t'écris, c'est parce que tu cherchais quelque chose que tu l'as pas trouvé. Et j'avais besoin de mettre ça sur papier, les angoisses que je traversais, ce que ça voulait dire pour une fille de ma génération, une fille de la génération de l'avortement. On a milité pour l'avortement, on était pour l'avortement, on a fait des avortements, j'ai pas fait d'avortement, mais j'en ai eu. Alors, il y avait tout ça et j'avais besoin d'écrire ça. Mais pendant que je l'écrivais, c'était une espèce de monologue intérieur. Tu sais, je me disais, non, je ne publierai jamais cette affaire-là. Voyons donc, ça va intéresser personne parce que faut La quand même... critique va me démolir. Faut quand même dire qu'à l'époque, parce que maintenant, tout le monde écrit là-dessus, mais il y en avait pas il y avait Nancy Houston qui avait écrit une chose sur la maternité. Mais à part de ça, c'était comme un sujet qui passait complètement sous le radar. Les filles parlaient pas de ça. Ils parlaient pas de leur menstruation, puis ils parlaient pas de leur maternité. Et encore moins des madames de 40 ans qui avaient des enfants. Exactement. Alors, tu sais, je veux dire, et là, bon. Alors, donc, je me disais tout le temps, puis j'entendais, c'est drôle, j'entendais Pierre Bourgault dire, mais c'est quoi ça? On s'en fout de sa maternité. Bon, et finalement, je l'ai écrit, je l'ai terminé. Là, j'avais eu mon fils, il devait avoir 3 ans. Je l'ai porté chez l'éditeur, chez Boréal. Et le lendemain, après une nuit où je n'ai pas dormi, j'ai appelé puis j'ai dit, écoute, Pascal Satriani, laisse faire. Vraiment, laisse faire. Je veux mon manuscrit. On peut pas publier ça. Ça n'a pas de bon sens. Si je veux me faire ramasser, ça va être l'horreur. Et il a dit, non, arrête donc, calme tes nerfs. Tous les auteurs sont comme, non, c'est correct. Donc, finalement, je me suis laissée convaincre, tu sais, mais j'avais peur. Finalement, ça a été un accueil formidable. Vraiment, ben, tu sais, il y a bien des filles qui se sont reconnues tout à coup. Parce que c'était aussi un livre qui disait, garde, la maternité, c'est pas vrai que parce que t'es enceinte, tu l'évites sur les trottoirs pis t'es tellement heureuse. En fait, c'est de la merde quand t'es enceinte. C'est pas le fun. Puis c'est ça que j'ose dire. Et ça avait pas vraiment été dit. Ben, en tout cas, de ce que j'aime. Pas comme ça. C'est ça. Alors, donc, finalement, le livre a super bien marché. Et là, ben, en fait, c'est Alain Chartrand qui est venu me voir, qui était un ami, qui m'a dit, il faut faire un film avec ça. J'ai dit, voyons donc, Alain, qu'est-ce que tu veux faire un film avec ça? C'est un monologue, c'est une fille qui parle pendant, tu sais. Et non, il y a moyen. Et alors, j'avais dit, ben, écoute, en tout cas, si tu réussis à convaincre quelqu'un, je veux écrire le scénario, parce que j'avais toujours cet intérêt pour le cinéma. Et finalement, donc, il a convaincu Christian Larouche, et c'est lui qui devait réaliser. Après ça, il s'est passé
commencé toutes sortes d'affaires, puis finalement, ça n'a pas été lui, mais c'est lui qui a eu cette première impulsion. Moi, je ne l'aurais pas eu. Tu sais, j'aurais jamais pensé, mais il y a toujours moyen, à travers, tu sais, même si c'est un monologue, de construire une histoire, ce que j'ai fait. Et ce que ça a donné aussi, ça, c'est ça qui est drôle, c'est que là-dedans, il y avait un personnage, donc, interprété par Anne-Marie Cadieux, qui était la meilleure amie du personnage de Sophie Lorrain. Un savoureux personnage. Et cette personne-là, tu vois comment des fois, elle devait en fait être recherchiste pour comme une émission, comme c'était l'époque de Claire Lamarche. Donc, elle était recherchiste dans un studio, puis là, il y avait comme une scène où c'était tous des propriétaires de chiens qui étaient venus avec leurs chiens. Là, je pense je sais pas si c'est à 2 semaines ou mettons 3 semaines du tournage, c'est vraiment là on m'a dit garde, c'est impossible, on n'a pas de budget pour le personnage de Myriam. Fait alors trouve de quoi parce que on ne peut pas, il y aura pas de studio, il y aura pas ça, on n'a pas l'argent C'est pour. cher faire un faux Claire Lamarche, Ben oui, des chiens, des invités, des figurants. Mais tu sais même, puis calme-toi. Exactement. Fait que c'est là où l'idée, je me suis dit tiens, OK, elle va faire la météo, mais ça va être une Miss Météo un peu spéciale. Là. Elle va prendre des libertés et tout ça. Et donc c'était ce personnage-là qui était super cute aussi là, ça faisait la fête des étoiles, c'était comme une adolescente. Et donc ça a donné après ça c'est vraiment c'est même pas un sequel, en fait c'est un dérivé, c'est un dérivé. Donc après ça on a fait un téléfilm avec Miss Météo et après ça on a fait la télésérie pendant 2 ans, je pense, un truc comme ça. Okay. Et là ça a été ton tour de te faire critiquer. Oh oui, mais ça, tu sais, je veux dire, je me suis fait... Tu sais, tu dis, Maman Latran, c'était pas mon premier roman. J'ai un premier roman qui s'appelait Il restera toujours le Nebraska, où je m'étais fait, lessivée par Réginald Martel de la presse. Et après ça, j'ai fait un documentaire sur le Cirque du Soleil. Là encore, je me suis fait planter. Fait que moi, la critique... Je connaissais un peu ça quand même, tu sais, et j'ai jamais dit que c'était agréable. Mais j'ai toujours dit, garde, je suis assez mal placée pour critiquer la critique. Oui, non, là, c'est ça. on se comprend. C'est ça. Fait que, endure, fille. Mais comme c'est toi qui as écrit les scénarios, ça veut dire que il y a quelque part une humoriste en toi, là. Tu serais capable d'être writer, là. Il y a une aspirante scénariste en moi qui est pas encore folie complètement développée. Je trouve la scénarisation, c'est un art que j'adore. Je suis en admiration devant les scénaristes qui arrivent à écrire des grands scénarios, qui font des grands films ou des grandes séries. Je suis pas là encore, mais parce que j'ai pas pratiqué ce métier-là assez souvent. C'est ça aussi, tu sais, je veux dire, les métiers, là, tu sais, qui disaient 10 000 heures chaque affaire, là, je les ai pas fait mes 10 000 heures de scénarisation encore, mais c'est un métier que j'adore, puis j'ai un scénario, là, que j'ai écrit, réécrit, là, que j'attends. J'ai une réalisatrice, puis en principe, on va voir, on va déposer auprès des institutions. Je sais pas si ça va se faire. J'aimerais ça. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué, mais comme mon métier de journaliste prenait beaucoup de temps, je faisais toujours ça on the side, pas mal. Est-ce qu'on t'a déjà fait des propositions dans le créneau de l'humour? Dans le créneau de l'humour, non. Tu veux dire juste pour rire? Ouais, mettons, je sais pas, venez faire un numéro, venez faire un gala. Tu sais, c'est mon fantasme, mais c'est mon fantasme, mais c'est mon cauchemar. J'ai toujours dit, je trouve ça extraordinaire de faire rire les autres, de faire rire le monde. Puis je trouve que stand-up comic, c'est génial. Mais jamais je voudrais faire ce métier-là. C'est terrible. Alors, évidemment, quand les gens rient, mais il y a toujours le risque qu'ils rient pas, tu sais. Je verrais tellement apparaître un soir au bordel en surprise entre 2 open micers. Là. Ouais, non. Je suis trop pissou. Je suis trop pissou pour ça. Beaucoup trop. J'ai vu que tu es en train de... j'ai vu que tu prépares un projet sur ta mère. Oui, j'ai écrit un livre. J'ai commencé à écrire un livre sur ma mère. C'est ça, à la suite. Mais je m'étais toujours dit que j'allais écrire quelque chose sur elle, pas de son vivant. Parce que je voulais être libre d'écrire. Ouais, c'est ça. Et j'ai après sa mort, donc comme je t'ai dit, elle est morte en avril dernier. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit à peu près 100 pages. Puis après ça, j'ai arrêté parce que là, il a fallu, c'est juste la TV que je regarde des émissions de télé. Et là, je vais reprendre. Et je trouve ça bien c'est toujours bien d'avoir un recul. Tu vois, malgré mon côté intempestif, j'aime ça des fois avoir ce recul-là. Là, tu reviens. Puis là, t'as
un nouveau regard et tout ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment une femme pas ordinaire, ma mère. Un personnage. Et mon Dieu, oui, quel personnage. Quel personnage. Hâte de voir Mais ça. être sa fille, par exemple, c'est pas toujours évident. Non, ça c'est Hein? sûr. Ouais. Curieux d'avoir ton opinion sur une couple d'affaires. On y va en vrac. Ouais. On va faire du harcan. Du harcan? Ben non, dans le sens que, Ah. tu sais, là, comment il dit ça? Pas les vraies questions. En là, mais rafale. en En rafale. rafale. Merci, Oh bon, boy, voilà. ça, je suis pas J'avais bien un bonne blanc. là-dedans, mais en tout cas. Regarde, c'est un balado, fait que ça OK. dure le temps que ça dure. OK. Là. Pour ou contre les quotas? Ah oui, pour les quotas. Pour les quotas. Oui, tout à fait. Pour les quotas, ben, quand la situation, pas pour des quotas ad vitam aeternam, mais pour corriger, pour faire un correctif. Et d'ailleurs, en ce moment, on a vu, même, enfin, avant la pandémie, là, il y a eu un automne, là, où c'était, tous les films à l'affiche avaient tous été réalisés par des femmes. Puis tu sais quoi? Par des Québécoises. Et c'était des super bons films. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des quotas. Alors, je sais que les gars étaient pas très contents. Mais avant ça, il y avait pas de quotas, puis c'était juste des gars qui faisaient des films. Fait que oui, je suis pour les quotas. C'est bon. Comme tu dis dans la préface de ton livre, tu as vu les 40 dernières années du petit Simard à Marimé, du Gérald de Wipead. Donc, la chicane qui a duré le plus longtemps? La chicane. Oui. Toi? Avec moi? Oui. Oh, mon Dieu, t'en as tellement. C'est correct. Tu t'es trompé, t'aurais pas dû dire ça. Oh, je me suis trompée. Il y en a tellement aussi. Ah ben là, on va se forcer. Ah ouais, Ça là. sera pas ça la réponse jusqu'à la fin, là. Écoute, je me suis trompée. Ben, il y a eu des critiques que j'ai faites. Ben, notamment, une grosse erreur c'est une erreur de ma part. Oui, j'ai, à un moment donné, à Nancy Houston. Nancy Houston, je la connaissais pas. C'est une écrivaine, bon, qui est en Alberta, qui vit à Paris, qui est totalement parisienne. Puis à un moment donné, elle a sorti ce livre qui a gagné le prix du gouverneur général. Puis je sais pas si c'est le Cantique des Plaines, pas le Cantique des Cantiques, en tout cas. Et cette année-là, moi, j'aime beaucoup Monique Proulx. Et cette année-là, il y avait un livre de Monique Proulx, je sais pas si c'est Homme invisible à la fenêtre, je me rappelle plus c'est lequel. Mais de toute façon, tous ces livres sont magnifiques. Et donc, elle n'a pas gagné le gouverneur général, c'est Nancy Houston avec son Cantique des Plaines qui a gagné. Un livre qu'elle avait écrit en anglais et qu'après ça, elle avait traduit elle-même. Bon. Et là, moi, j'étais furieuse. Et là, j'ai écrit une chronique dans laquelle je disais, c'est qui cette Nancy Houston-là? D'où c'est qu'elle sort? Elle est née en Alberta, elle vit à Paris, elle se prend pour qui? En plus, son livre et tout ça. D'ailleurs, son livre, je ne le lirai jamais. Alors, vraiment, puis c'était vraiment un texte vache. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et Nancy Houston, je me rappelle, elle était interviewée par Jean-François Lépine au Point, qu'elle avait dit, mais qu'est-ce que ça vous fait de vous faire traiter de, j'avais dit quoi, qu'elle était une espèce d'ovni culturel, ou enfin, je sais pas trop quoi. Puis en fait, ça avait comme remis Nancy Houston, que personne connaissait tant que ça. Elle avait été connue dans les années 70, mais ça l'a remis sur la map. Et là, le problème, c'est que cet été-là, après tout ça, je suis allée à la campagne, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur un livre de Nancy Houston que j'ai commencé à lire. Et là, un autre, et là, je me suis rendu compte, mais mon Dieu, cette femme est mais c'est quel écrivain, elle est extraordinaire. Alors, j'ai écrit donc mes excuses à Nancy. Alors c'est ça. Il y a eu des critiques comme ça, je me rappelle aussi, tiens, avec qui je suis redevenue amie, Carmel Dumas. Carmel Dumas, qui est une recherchiste, documentariste, créatrice, qui avait écrit un livre, Le bal des égaux, qui était sur tout le petit milieu du showbiz québécois, donc fin des années 70-80. J'ai fait une critique vraiment vache, vraiment pas fine, pour toutes sortes de raisons, pas parce que je l'haïssais pas du tout, mais pour toutes sortes de raisons, c'était une erreur. Fait que, tu sais, je peux en trouver, parce que, tu sais, 40 ans d'écrit, Oui. hein? C'est ça. J'ai le droit quand même. L'entrevue la plus explosive? L'entrevue la plus explosive, il y a eu James Ellroy, là, l'écrivain américain. Lui, là? Un malade mental, là, tu sais. Il y en a comme ça, là, vraiment. Mais lui, il était, tu sais, il y en a qui sont vraiment tordus, mais ça paraît pas. Puis il y en a qui sont vraiment tordus, puis ça paraît, puis ils en sont fiers. Lui, ça a été épouvantable. Il m'a crié par les oreilles. Je l'ai haï. Et d'ailleurs, dans mon livre, c'est ça, j'ai quelques personnes que je veux plus jamais revoir. Lui, il en est un. James Ellroy. Oui. La critique la plus positive que tu as faite?
Oh ben là, excuse-moi là, mais j'en ai fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup. Tu sais, j'ai adoré tout ce qu'a fait Robert Lepage, même quand il se trompe, c'est pas grave. Tu sais, je sais pas, Xavier Dolan, Mommy, j'ai adoré. Je veux dire, je peux pas les nommer. Il y en a beaucoup. Parce que et ça là, je trouve que des fois on oublie ça, puis je suis obligée de le rappeler constamment parce que je peux descendre, mais je peux porter au nu aussi, avec beaucoup de conviction et beaucoup d'émotion et beaucoup d'admiration. Donc, on reste dans le positif. L'invité de rêve. L'invité de rêve. Boah, je sais-tu, moi, qui C'est tout ton agenda ce matin, puis tu fais comme, wow, OK, ouais. Bon, ça va être une belle journée, ça. Ah, OK, j'aime. Ah oui, non, c'est bien. Oui, elle peut être en Y, la question. En Y, Oui, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire, Qu'est-ce l'invité que tu que veux je dire? rêverais ou l'autre. Ah, celui Ouais. un invité de rêve? Oui. Ah, ben écoute, Leonard Cohen, que j'ai fait, je suis allée chez lui quand même, il était formidable. Puis c'est ça, c'est la fameuse histoire où il me donne une entrevue extraordinaire, où il s'enflamme sur le Québec, sur l'indépendance, sur les Québécois nationalistes et tout ça. Et au bout de, tu sais, je sais pas, ça a duré au moins 1h30 chez lui. Je ferme le magnéto et j'ai dit, juste une seconde, Monsieur Cohen, je vais juste voir si j'ai tout enregistré. Et je me rends compte que j'ai rien enregistré. Et là, il me dit, non, c'est pas vrai, je ne refais pas cette entrevue-là. Tu t'en vas au journal tout de suite, puis tu t'en vas écrire, tu te rappelles de tout ce que j'ai dit. Et puis c'est ça que j'ai fait. Mais c'était vraiment, il était vraiment chouette. Ton meilleur show à vie? Les shows de Robert Lepage m'ont toujours impressionné. Et j'ai souvent, c'est drôle, hein, quand je rêve à la création, le créateur, c'est toujours Robert Lepage. Je trouve qu'il a une imagination, c'est pas quelqu'un qui écrit. Je trouve pas que quand il écrit, c'est génial. Mais quand il fait des mises en scène, quand il trouve ces espèces de dispositifs et tout ça, je trouve qu'il est extraordinaire. Et à part René, le pire overreact. Qu'est-ce que tu veux dire? René a overreacté à un de tes contenus. Donc, la personne René Angélil. Ah, OK, oui. À part lui, là, qui a été le pire péteux de coche par rapport à ce que tu as passé? Pas besoin mais des fois, t'as pas besoin de péter une coche. Mettons que Guylaine Tremblay et moi, c'est pas vraiment invité au même party. Oui, ça, c'est un des derniers. Sinorama, c'est ça. Ouais, ouais. Mais elle a pas pété de coche, mais elle a pas été fine. Tu sais, elle a dit que ce que j'avais écrit, c'était parce que fallait que je bardasse quelqu'un. C'était le mois d'août, puis j'avais rien. Fallait que je bardasse quelqu'un. Voyons donc, Guylaine. Je cherche pas des occasions de bardasser le monde, là. Tu sais, quand je le fais, c'est que des fois, je suis obligée. Et il y avait eu, ça faisait 1 mois que la presse enquêtait sur tout le scandale de Sinorama. Et puis elle continuait à dire non, il y a pas de problème avec eux autres. Elle continuait à aller en Chine. Je l'ai pas digéré, celle-là. Elle non plus, d'ailleurs. Oui? C'est comment être parodié par Marc Labrèche? Ah, c'est le fun. Je trouve pas qu'il moque complètement. Là. Je trouve il va toujours chercher un côté comme acariâtre, mais je suis quand même quelqu'un de joyeux et de souriant, mais j'ai jamais le côté joyeux et souriant. Toujours l'espèce de truc acariâtre, mais c'est ça la caricature. Fait que, puis j'aime bien Marc aussi, fait que y a pas de problème. C'est toujours payant de prendre ce côté-là. Ben oui, c'est sûr. Tu dis j'aime mieux être baveuse que plate. Oh mon Dieu, oui. Alors ça, réplique mythique dans Les Bons Débarras. C'est Charlotte Laurier qui dit ça. Sa mère, c'est Marie Tifo. Elle est en amour avec sa mère. Et puis à un moment donné, je sais pas, sa mère lui dit, je sais pas trop quoi, t'es pénible. Et elle lui répond, j'aime mieux être baveuse que plate. Et c'est vraiment mon adage. Et ça depuis ce film-là. Mais je pense que ça l'a toujours été parce que l'ennui dans la vie, tu sais, on n'est pas ici longtemps sur Terre finalement, enfin. Et tant qu'à faire, on veut pas s'ennuyer, on veut pas s'emmerder, Alors c'est pour ça que tant qu'à faire, je préfère être baveuse que plate. Je pourrais pas dire, je préfère être heureuse que plate, mais j'aime bien baveuse aussi. Si être baveuse, ça te rend heureuse. Oui, c'est ça. C'est correct. Oui. Et tu cries haut et fort, je ne suis pas à la retraite. Ah oui, mais non, je suis pas à la retraite, pas encore. Je veux dire, c'est vrai que j'ai quitté la presse, j'ai pris ma retraite de la presse, du journal écrit, mais je continue à travailler à la télé, à de la radio, je vais continuer à écrire, j'ai un scénario qui est donc en chantier, j'ai un livre. Alors, voyons, c'est quoi ça la retraite là, tu sais? Moi, je pense que
À un moment donné, probablement, je vais arrêter de faire de la télé puis de la radio, mais je pense que j'arrêterai jamais d'écrire. Peut-être que ce sera pas publié, mais je pense que écrire, ça va me rester jusqu'à la fin. Je pense bien. Et à preuve que tu as un bon sens de l'humour, tu as animé avec ton chum une série radio qui s'appelait OK Boomer. Exactement. Quand même. Ah oui, on a C'est du beau. extraordinaire. C'est important dans la vie. Ah, moi, ben oui. Ah là, s'il y a pas d'humour, moi là, j'adore rigoler, j'adore faire rire. Je suis contente, mon chum aussi a un bon sens de l'humour. Il faut ça, voyons. Sinon, c'est mortel. Hein? Je demande à mes invités de terminer le balado en disant le nom du balado parce que malgré tout ce qui se passe justement, puis on vient de le voir en jasant. Oui. Ça prend toujours le dessus sur le reste. Je t'ai mis un cue card si tu t'en rappelles plus. OK. Collé sur le plexiglas de COVID qu'on a entre nous deux. Parce que peu importe les aléas de la vie, c'est important de se lever le matin puis une fois de temps en temps avoir envie de dire que La vie est belle. Et puis c'est vrai que je me le dis aussi. Et c'est de la gratitude et aussi ma vie est belle. Tu sais, la vie est belle et ma vie est belle. Pas toujours, mais quand même souvent. Alors Nathalie et Petrovski, merci. Merci. L'épisode d'aujourd'hui était une présentation du VPN Surfshark. Pour le code promo, le lien est dans la description de ce balado. Vous avez écouté La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.